Vous savez, mes enfants, il y a des silences qui font plus de bruit que n'importe quelle tempête. Le silence qui est tombé dans mon petit salon le soir de mes 60 ans, celui-là, il résonne encore en moi-même aujourd'hui. Il avait le poids des non-dits, l'écho glacial d'un mot terrible qui venait de briser en 1000 morceaux l'image que je me faisais de ma propre famille. Ce soir-là, alors que les bougies de mon gâteau attendaient d'être soufflées, j'ai compris qu'on pouvait être entouré des siens et se sentir plus seul que jamais. Et c'est cette solitude, cette blessure profonde qui m'a donné la force de tout changer. Je n'aurais jamais imaginé que le jour de mes 60 ans se terminerait ainsi seul, sanglotant en silence sur le carrelage froid de ma salle de bain. L'écho des mots de ma belle-fille Sophie tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé qui refuse de s'arrêter. Un poids inutile. 2 mots, c'est tout ce qu'il avait fallu pour effacer des années de sacrifice, des années d'amour inconditionnel. Un poids inutile. Pourtant, j'avais passé des semaines entières à préparer cette soirée. Je voulais que tout soit absolument parfait, que chaque détail soit une preuve de mon affection. Mon petit appartement parisien dans le 15e était empli du parfum des lits frais, mes fleurs préférées, celles que mon cher Henri m'offrait toujours. J'avais cuisiné toute la journée, préparant un par un tous les plats favoris de mon fils Julien. Le bœuf bourguignon avait mijoté pendant des heures, le gratin dauphinois était doré à souhait, et pour le dessert, j'avais fait son gâteau au chocolat fondant, exactement comme je le faisais quand il était petit garçon avec ce chocolat. Noir amer, qu'il aimait tant, et une recette que ma propre mère m'avait transmise. Chaque geste en cuisine était un souvenir, une prière silencieuse pour le bonheur de mon unique enfant. La soirée avait d'ailleurs commencé de la plus merveilleuse des manières. Julien, sa femme Sophie, mes 2 petits-enfants adolescents, Léa et Lucas, ainsi qu'une poignée de mes amis les plus chers, Martine, Françoise et Chantal, s'étaient tous réunis dans mon modeste salon. L'espace était exigu, c'est vrai, surtout comparé à leur grande maison de Versailles, mais il était chaleureux, vibrant, des conversations et des rires qui fusaient de toutes parts. Pendant un instant, un court instant, suspendu dans le temps, je me suis sentie profondément et véritablement heureuse. Une plénitude simple, comme je n'en avais pas ressenti depuis la disparition d'Henri, puis est venu le moment des cadeaux. Mes amis m'avaient couverte d'attentions touchantes, une magnifique écharpe en cachemire d'une douceur infinie, un bon d'achat pour ma librairie de quartier préférée, une bouteille de ce parfum Guerlain que je portais. Autrefois, j'étais comblée. Quand j'ai ouvert le cadeau de Julien, j'ai été surprise de découvrir un superbe carnet de voyage en cuir avec un stylo plume assorti. « Maman, je sais que tu as toujours rêvé de voyager », m'a-t-il dit avec ce sourire sincère qui illuminait son visage et me rappelait tant son père. Peut-être qu'il est temps que tu commences à organiser ces voyages dont papa et toi parliez tout le temps. Mon cœur s'est gonflé d'une émotion si forte que j'ai cru qu'il allait éclater. Des années durant, après le décès brutal d'Henri il y a 5 ans, j'avais mis mes propres rêves de côté sans même y réfléchir pour aider Julien et sa famille. C'était naturel, une évidence pour moi. J'avais vendu notre maison familiale à Orléans, celle où Julien avait grandi, celle qui abritait tous nos souvenirs, pour leur permettre d'apporter la mise de fonds nécessaire à l'achat de leur magnifique maison en banlieue parisienne. Et je m'étais installée dans ce petit appartement, me répétant que c'était plus raisonnable à mon âge. Ce que personne ne savait pas, même mes amis les plus proches, c'est que depuis ce jour, je payais en secret le crédit de leur maison. Chaque mois, un virement automatique partait d'un compte que Henri m'avait laissé, un compte alimenté par son assurance vie. Je savais qu'ils avaient des difficultés financières entre les revenus irréguliers de Julien, qui était artisan à son compte, et le travail à mi-temps de Sophie. C'était ma façon de veiller sur eux de loin, discrètement. J'adorais ça. Ai-je réussi à articuler la gorge nouée par l'émotion. Justement, je pensais à visiter le Grand Canyon cet été. Peut-être que je pourrais même emmener les petits-enfants avec moi pour un week-end, leur faire découvrir. C'est à ce moment précis que le visage de Sophie s'est transformé. Son sourire s'est figé, ses lèvres se sont amincies et ses yeux se sont légèrement plissés, tandis qu'elle portait son verre de vin à sa bouche. « Ne sois pas ridicule, Hélène. » A-t-elle lancé sa voix claire et tranchante, traversant la pièce, qui soudain était devenue silencieuse. Les enfants ont leur stage d'été, et puis ils ont besoin d'une vraie surveillance, pas d'être gardés par quelqu'un
qui a déjà du mal à s'occuper d'elle-même, un silence de mort s'est abattu sur le salon. J'ai senti mes joues s'empourprer et une chaleur de honte monter jusqu'à mes tempes. Je pensais juste que « c'est bien ça le problème, n'est-ce pas ?» a continué Sophie, sa voix mielleuse contrastant avec la cruauté de ses mots acérés comme des lames de rasoir. « Tu essaies toujours de t'immiscer d'agir, comme si tu étais encore indispensable. Soyons honnêtes à ce stade, tu deviens un poids inutile. » Le silence qui a suivi était assourdissant total. J'ai cherché le regard de Julien, attendant, espérant qu'il me défende, qu'il dise quelque chose. Mais il fixait ses chaussures, le visage rouge de gêne. Mes petits-enfants avaient l'air mortifiés, mais ils n'ont pas dit un mot cloué sur place. Mes amis échangeaient des regards mal à l'aise, ne sachant comment réagir. Je crois que le gâteau est prêt. Ai-je finalement réussi à articuler ma voix à peine plus qu'un murmure avant de m'échapper vers la cuisine, mon unique refuge. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un brouillard cotonneux. Tout le monde est parti, tôt prétextant des obligations, m'adressant des au revoir précipités et évitant soigneusement mon regard. Julien a marmonné quelque chose comme « je vais parler à Sophie », mais le mal était fait, la blessure était ouverte et profonde. Quand ils sont partis, Sophie ne m'a même pas jeté un regard. Et maintenant, me voilà assise sur le rebord de ma baignoire, les larmes coulant sans fin sur mon visage. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Pendant 5 ans, je les avais soutenus financièrement en silence, sans jamais rien demander en retour. Le remboursement mensuel de leur magnifique maison, avec 4 chambres et un grand jardin, venait de mon compte chaque premier du mois. 2 300 € que je n'avais jamais mentionné. L'argent de l'assurance vie d'Henri, un argent que j'aurais pu utiliser pour moi, pour voyager comme nous en avions rêvé, pour vivre confortablement, 60 ans. Et je me faisais traiter de fardeau par la femme dont je finançais secrètement le train de vie. J'ai essuyé mes larmes d'un revers de la main et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Une phrase que ma mère me répétait souvent m'est revenue en mémoire. Ne leur laisse jamais voir qu'ils t'ont blessé. J'ai redressé mes épaules, me suis aspergé le visage d'eau froide. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je n'arrêtais pas de penser à ce conte, à ces virements automatiques, aux mots cruels de Sophie. Au petit matin, ma décision était prise. Avec des mains qui tremblaient encore, j'ai appelé ma banque. J'ai demandé à geler le compte joint que j'avais mis en place pour les paiements du crédit immobilier. « Vous en êtes certaine, Madame Dubois ?» m'a demandé la conseillère au téléphone, sa voix empreinte d'une politesse professionnelle. « Oui », ai-je répondu, ma propre voix plus forte et plus assurée que je ne l'aurais cru. « J'en suis tout à fait certaine. Il est temps que les choses changent. » Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, quelles seraient les conséquences de mon acte. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose s'éveiller en moi, un sentiment que je croyais mort et enterré avec Henri, mon amour-propre. Le lendemain matin de cette désastreuse fête d'anniversaire, j'étais assise à la petite table de ma cuisine, serrant une tasse de tisane qui avait refroidi depuis longtemps. L'humiliation était encore vive comme une plaie à vif. Mais au milieu de la douleur, autre chose émergeait. Une clarté nouvelle, presque aveuglante. Aussi pénibles qu'aient été les mots de Sophie, ils m'avaient forcé à voir ce que je refusais d'admettre depuis des années. Les choses n'avaient pas toujours été ainsi. Je me souviens encore du jour où Julien m'a présenté Sophie il y a une 15aine d'années. Elle était charmante, prévenante, pleine d'attention. Elle me posait des questions sur mes recettes de famille, m'aidait à préparer les repas de fête, semblait sincèrement désireuse de faire partie de notre famille. Henri, lui, avait ses réserves. Il avait ce 6e sens pour les gens. « Il y a quelque chose qui ne sonne pas juste chez elle, Hélène », me murmurait-il parfois le soir. Mais je balayais ses inquiétudes, les mettant sur le compte de son instinct surprotecteur envers notre fils unique. Je voulais y croire. Je voulais que mon fils soit heureux. Tout a changé après le mariage. La transformation a été si progressive, si insidieuse, que je l'ai à peine remarqué au début. D'abord, nos déjeuners dominicaux sacrés depuis la naissance de Julien sont devenus mensuels, puis trimestriels. Puis seulement, quand on arrivera à trouver un moment, Sophie avait toujours une excuse toute prête. Les enfants étaient trop fatigués. Julien avait du travail à rattraper. Elle avait une migraine. Quand je passais à l'improviste avec des sablés faits maison pour les petits-enfants, Sophie m'interceptait systématiquement sur le pas de la porte. « Oh, les enfants viennent de manger des sucreries » ou
Nous sommes justement sur le point de sortir, disait-elle, en prenant la boîte de gâteaux, sans jamais m'inviter à entrer. Plus tard, Julien m'appelait pour me remercier. Après la crise cardiaque d'Henri, il y a 5 ans, l'emprise de Sophie s'est resserrée. Pendant ces jours sombres qui ont suivi les funérailles, alors que tout ce que je désirais était d'être entourée de ma famille, de mes petits-enfants, elle a limité mon temps avec eux, prétendant qu'ils étaient trop sensibles pour être confrontés au chagrin. C'était moi, leur grand-mère, qui était devenue une source de chagrin et non une source de réconfort. Puis est survenue leur crise du logement. L'entreprise de Julien connaissait des difficultés et ils risquaient de perdre leur maison. C'est la honte, maman m'avait avoué Julien, un soir au téléphone, la voix brisée. Je ne sais pas comment annoncer aux enfants qu'on va peu, être au devoir retourner vivre en appartement. Pour moi, la solution semblait simple, évidente. Henri et moi avions fini de payer notre maison d'Orléans depuis des années. Je vais vendre la maison, avais-je dit à Julien, sans hésiter une seconde. Vous pourrez utiliser l'argent pour la mise de fonds d'un nouvel endroit. Je trouverai un petit appartement, pour moi ce sera bien suffisant. Quand j'ai annoncé ma décision à mes amies, elles ont cru que j'avais perdu la tête. Cette maison, c'est ta sécurité, Hélène. C'est tout ce qui te reste d'Henri, m'avait mise en garde mon amie Martine. Mais je ne supportais pas de voir Julien en difficulté, de l'imaginer malheureux. La vente de notre maison familiale leur a donné suffisamment d'argent pour un apport conséquent sur une magnifique maison dans un quartier chic de Versailles. J'ai emménagé dans mon petit appartement me persuadant qu'il était cosy plutôt que exigu. Ce que je n'ai jamais dit à personne, pas même à Martine, c'est que j'ai continué à les soutenir financièrement. L'argent de l'assurance vie d'Henri n'était pas une fortune colossale, mais c'était une somme substantielle. J'ai mis en place un compte joint et organisé le virement automatique pour le remboursement du crédit chaque mois, disant simplement à Julien « c'est juste pour vous aider à vous remettre sur pied ». C'était il y a 4 ans, assise à ma table de cuisine, les souvenirs déferlaient. Cette fois où Sophie avait oublié de m'inviter au spectacle de danse de Léa pour ensuite me montrer les photos avec un enthousiasme fin. Ce Noël où les cadeaux que j'avais offerts aux enfants avaient mystérieusement été égarés pour être retrouvés des semaines plus tard, bien après que l'excitation des fêtes soit retombée. Ces vacances en famille sur la Côte d'Azur, dont je n'ai entendu parler qu'à leur retour quand ils sont revenus bronzés, et plein d'anecdotes dont j'étais exclue, chaque souvenir était une petite entaille de plus à mon cœur. Mon téléphone a sonné, interrompant le flot de mes pensées. C'était Martine. « Hélène, ça va ? Je suis morte d'inquiétude depuis ce qui s'est passé hier soir. Je vais bien, ai-je répondu par automatisme. Non, tu ne vas pas bien. Ce que Sophie a dit était d'une cruauté sans nom. Et Julien, assis là sans rien dire, j'avais envie de le secouer. Il est pris entre deux feux, ai-je dit, trouvant encore des excuses à mon fils comme je l'avais toujours fait. Est-ce qu'il a appelé pour s'excuser a demandé Martine. Le silence qui a suivi fut une réponse en soi. Hélène, il faut qu'on parle vraiment de tout ce que tu fais pour eux. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Je n'avais jamais parlé à personne des paiements du crédit. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne suis pas aveugle, Hélène. Tu as vendu ta maison pour les tirer d'affaires. Tu vis dans ce minuscule appartement pendant qu'ils sont dans un mini-château. Et je soupçonne qu'il y a autre chose que tu ne m'as pas dit. Les larmes sont revenues chaudes et inattendues. Des années de blessures accumulées, de ressentiments refoulés, se sont déversées alors que je lui confessais enfin tout. Les paiements du crédit, les dettes de carte de crédit que j'avais aidé à effacer les frais de scolarité pour les activités extrascolaires privées des petits-enfants. « Oh, Hélène !» a soupiré Martine quand j'ai eu fini. « Tu as été leur banque personnelle pendant qu'elle te traitait comme une invitée indésirable. Je voulais juste aider. » ai-je murmuré. Aider, c'est une chose. Se faire exploiter, c'en est une autre. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais confondu sacrifice et amour, j'avais pris l'exploitation pour un devoir familial. J'ai pensé au compte que j'avais gelé ce matin. C'était un premier pas, mais je savais qu'il y aurait des conséquences. Mon téléphone a vibré. Un texto de Julien. « Maman ?
Est-ce que tout va bien avec la banque ? J'ai eu un appel bizarre concernant le paiement du crédit. Ça avait commencé. La confrontation que j'avais évitée pendant des années était désormais inévitable. Je suis restée à fixer le message de Julien pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Mes doigts survolaient l'écran incertain de la réponse à donner. Une partie de moi, cette partie qui avait passé des années à faire passer les besoins des autres avant les siens, voulait s'excuser, dégeler le compte, immédiatement, étouffer le problème dans l'œuf. Mais une autre voix, une voix qui ressemblait étrangement à celle d'Henri, me murmurait « Tu mérites mieux que ça, Hélène ». Au lieu de répondre à Julien, j'ai appelé M. Bernard, le conseiller financier, avec qui Henri et moi avions travaillé pendant des années. J'avais besoin de comprendre exactement où j'en étais avant d'affronter la tempête que je sentais venir. « Hélène, cela fait bien trop longtemps, m'a dit M. Bernard lorsque nous nous sommes rencontrés à son cabinet cet après-midi-là. Comment allez-vous » J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. La vente de la maison, les paiements secrets du crédit, le comportement de Sophie et ma décision de geler le compte. M. Bernard a retiré ses lunettes, se frottant l'arête du nez, un geste qu'il faisait toujours lorsqu'il était face à une situation complexe. « Hélène, réalisez-vous combien vous leur avez donné au cours des 5 dernières années ?» Quand il m'a montré le chiffre noir sur blanc, j'ai eu le vertige. Entre la maison, les mensualités du crédit et d'autres prêts, qui n'avaient jamais été remboursés, j'avais donné à Julien et Sophie près de 400 000 €. De l'argent qui était censé assurer ma retraite, financer ces voyages qu'Henri et moi avions toujours prévu de faire. Quelles sont mes options ? Ai-je demandé d'une voix faible. Légalement, vous êtes tout à fait dans votre droit d'arrêter les paiements, m'a expliqué M. Bernard. Votre nom n'est pas sur leur acte de propriété. Vous avez fait ces paiements de manière volontaire. Et financièrement, où est-ce que cela me laisse ? M. Bernard a refait ses calculs. Si j'arrêtais de soutenir Julien et Sophie, il me resterait encore assez pour vivre confortablement dans mon appartement et même faire quelques voyages modestes. Pas la retraite somptueuse qu'Henri et moi avions planifiée, mais certainement mieux que de continuer à vider mes économies. Hélène, a dit doucement M. Bernard, Henri voudrait que vous preniez soin de vous maintenant. En quittant son bureau, j'ai ressenti un étrange mélange de culpabilité et de libération. Pour la première fois depuis des années, je me faisais passer en premier, et c'était à la fois terrifiant et nécessaire. Ce soir-là, Martine m'a invitée à dîner avec quelques femmes de notre ancien quartier d'Orléans qui vivaient maintenant à Paris. J'ai hésité. Les sorties sociales étaient devenues rares pour moi, Sophie, m'ayant progressivement isolée de mon réseau de soutien, mais j'ai décidé d'y aller. Le restaurant était chaleureux et accueillant, rempli du brouhaha des amis qui se retrouvaient. Françoise, Chantal et Monique m'ont accueilli avec des accolades. Leur visage familier était un réconfort après des années de contact limité. « Tu nous as manqué, Hélène, a dit Françoise. On a essayé de t'appeler si souvent. » C'est généralement Sophie qui répondait, a ajouté Chantal prudemment. Elle disait toujours que tu étais occupée ou que tu ne te sentais pas bien. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. Quoi, je n'ai jamais eu aucun message. Les femmes ont échangé un regard entendu. On s'en doutait un peu, a dit Monique à voix basse. Les rares fois où on te voyait, tu semblais différente, renfermée. Au fil du dîner, j'ai appris comment Sophie m'avait systématiquement coupée de mes amis, interceptant les appels, déclinant les invitations en mon nom, allant même jusqu'à laisser entendre que je devenais difficile depuis la mort d'Henri. Tout cela pendant que je finançais son style de vie. Hélène, dit Martine, sa main se posant sur la mienne par-dessus la table, tu dois savoir que tu n'es pas seule, nous sommes toutes là pour toi. Pour la première fois, depuis que j'avais gelé le compte, je me sentais confiante dans ma décision. Ces femmes, mes vraies amies, me voyaient clairement et appréciaient ma présence. Le contraste avec le traitement de Sophie ne pouvait pas être plus saisissant. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises pendant le dîner. 3 appels de Julien, 2 de Sophie. Je l'ai mis en mode silencieux. Quelle que soit la tempête qui se préparait, elle pouvait attendre jusqu'à demain. Quand je suis rentrée chez moi, il y avait 6 messages vocaux. J'ai écouté le premier de Julien. « Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Il y a un problème avec le compte bancaire. Le paiement du crédit n'est pas passé. » Le second également de Julien semblait plus urgent. « Maman, sérieusement, il faut qu'on parle de ce compte. » Sophie est en panique. Le troisième était de Sophie. Sa voix était faussement douce, mielleuse, mais avec une note de panique sous-jacente. « Hélène, ma chérie, il semble y avoir une petite confusion avec la banque. Rappelle-nous immédiatement. »
Au 6e message, Sophie avait abandonné toute prétention de politesse. Si vous croyez que vous pouvez nous couper les vivres comme ça sans conséquence, vous êtes encore plus sénile que je ne le pensais. Rappelez-nous. Maintenant. J'ai effacé les messages et éteint mon téléphone. Demain serait bien assez tôt pour leur faire face. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je n'avais fait depuis des années. Au matin, je me suis réveillée avec un étrange sentiment de paix. J'ai préparé mon café, ouvert mes rideaux pour laisser entrer le soleil de printemps, et j'ai appelé mon avocat. J'ai besoin de savoir exactement où j'en suis, lui ai-je dit, en lui expliquant la situation. Et je veux changer mon testament. À midi, j'avais une compréhension claire de mes droits et un plan pour l'avenir. J'ai rallumé mon téléphone pour trouver 15 appels manqués et un texto de Julien. Nous arrivons. On est là dans 20 minutes. J'ai redressé les épaules, jeté un regard à la photo d'Henri sur ma cheminée et murmuré « Souhaite-moi, bonne chance, mon amour ». La sonnette a retenti. Le moment de vérité était arrivé. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, la première chose que j'ai remarquée fut le visage de Sophie rouge de colère. Son maquillage soigneusement appliqué peinait à dissimuler sa fureur. Julien se tenait légèrement derrière elle, l'air mal à l'aise, incapable de croiser mon regard. « Mais qu'est-ce que vous croyez faire à la fin ?» a exigé Sophie, me bousculant, pour entrer dans l'appartement sans attendre d'y être invitée. J'ai fermé la porte calmement, surprise par mon propre sang-froid. « Bonjour à vous aussi, Sophie. »« Julien. »« Maman, il y a une erreur avec le compte bancaire, » a dit Julien, la voix incertaine. « Le paiement du crédit n'est pas passé. »« Ce n'est pas une erreur, » ai-je dit tranquillement. J'ai gelé le compte. Le silence qui a suivi était assourdissant. La bouche de Sophie s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau, tandis que Julien semblait sincèrement perdu. « Quel compte ?» a-t-il finalement demandé. « Quel paiement de crédit ?» La réalisation m'a frappé comme un coup de poing. Il ne savait pas. Pendant toutes ces années, Julien n'avait aucune idée que je payais leur crédit immobilier. Sophie s'est rapidement ressaisie. « Ta mère est ridicule », a-t-elle lâché. Elle est clairement confuse. « Je ne suis pas confuse, Sophie. » ai-je dit ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Depuis 4 ans, je paie votre crédit. Chaque mois, 2300 € de mon compte au vôtre. Julien s'est tourné vers Sophie, son expression passant de la confusion au choc. Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que non, a ricané Sophie, mais ses yeux balayaient nerveusement la pièce, évitant le regard direct de Julien. Ta mère mélange tout. Je me suis dirigée vers mon secrétaire et j'en ai sorti le dossier que mon avocat m'avait aidé à préparer le matin même. Relevé bancaire, ordre de virement, tout ce qui documentait des années de soutien financier. Tiens, ai-je dit en tendant le dossier à Julien, vois par toi-même. Julien s'est affalé sur mon canapé parcourant les papiers avec une incrédulité croissante. Chaque mois, comme une horloge, le même montant transféré de mon compte au leur avec la mention paiement crédit immobilier. Des virements supplémentaires pour les impôts fonciers, les réparations de la maison, les activités des enfants. Sophie, la voix de Julien était à peine un murmure. Tu savais pour tout ça ? La stratégie de Sophie a changé instantanément. Bien sûr que je savais, a-t-elle dit, rejetant ses cheveux en arrière avec défi. Ta mère a proposé de nous aider quand ton entreprise avait des difficultés. C'était son idée. Pour aider temporairement, ai-je précisé. Pas indéfiniment. Et certainement pas en étant traitée comme une invitée indésirable dans vos vies. Ce n'est pas juste, a protesté Sophie, mais sa voix manquait de conviction. Pas juste, ai-je répété, sentant des années de colère refoulées remonter enfin à la surface. Ce qui n'est pas juste, c'est de se faire traiter de poids inutile par quelqu'un dont on finance discrètement le style de vie depuis des années. Julien a levé les yeux des papiers, le visage blême. Maman, je n'en avais aucune idée. Je pensais que ce compte était juste pour les urgences. Je ne savais pas que tu faisais nos paiements mensuels. Comment pouvais-tu ne pas savoir ? Ai-je demandé doucement. C'est Sophie qui gère toutes nos finances. A-t-il dit, se tournant vers sa femme avec un regard neuf. Tu m'as dit qu'on s'en sortait par nous-mêmes. Le comportement de Sophie a de nouveau changé, des larmes apparaissant soudainement. J'essayais juste de te protéger du stress. Elle dit, en tendant la main vers celle de Julien. Tu travaillais si dur et ta mère voulait aider. Je ne pensais pas que les détails avaient de l'importance.
La manipulation était si transparente que j'ai presque admiré son talent. Mais cette fois, Julien n'est pas tombé dans le panneau. Les détails hâtait-il répétait incrédule. Ma mère a soutenu tout notre train de vie et tu n'as pas pensé que c'était un détail important. Eh bien, tu l'as traité comme un fardeau, ai-je terminé pour lui, comme quelqu'un qui ne compte pas. Ce n'est pas vrai, a insisté Sophie, les larmes coulant maintenant à flots. J'ai toujours respecté Hélène. Appeler quelqu'un un poids inutile à sa fête d'anniversaire est une forme de respect intéressante, ai-je dit sèchement. Julien s'est levé, passant ses mains dans ses cheveux avec agitation. Je n'arrive pas à y croire. Toutes ces fois où tu disais que maman était trop occupée pour venir ou qu'elle annulait nos projets, est-ce que c'était vrai? Sophie n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Et la fête des grands-mères à l'école a poursuivi Julien, la réalisation faisant son chemin. Maman m'a demandé pourquoi Léa ne l'avait pas invitée, mais tu as dit que maman avait décliné parce qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je n'ai jamais reçu d'invitation. Le silence dans la pièce était lourd des décennies de mensonges qui se dénouaient. Julien regardait alternativement Sophie et moi, comme s'il nous voyait toutes les deux clairement pour la première fois. Nous devons arranger ça, a-t-il finalement dit. Nous trouverons un moyen de te rembourser, maman. Et les choses vont changer dans la façon dont nous te traitons. Je te le promets. Il ne s'agit pas de l'argent, Julien, ai-je dit doucement. Il s'agit de respect, d'être apprécié pour autre chose que mon chéquier. Je sais, a-t-il dit un remords sincère dans la voix, et je suis tellement désolée de ne pas avoir vu ce qui se passait. Les larmes de Sophie s'étaient taries remarquablement vite, une fois qu'elles avaient cessé de servir ses intérêts. C'est absurde, a-t-elle lâché. Vous réagissez de manière excessive. J'ai dit une chose à une fête. Est-ce que ça efface tout ce que j'ai fait pour cette famille? Qu'est-ce que tu as fait exactement, Sophie? A demandé Julien calmement. À part dépenser l'argent de ma mère et l'éloigner de ses petits-enfants. Le regard que Sophie m'a lancé était du pur venin. Vous le regretterez, a-t-elle sifflé, tous les deux. Elle est sortie en trombe, claquant la porte derrière elle. Julien et moi sommes restés en silence pendant un long moment. Je ne sais pas quoi dire, a-t-il finalement murmuré. J'ai été si aveugle. Nous l'avons tous les deux été, ai-je admis. Mais maintenant nos yeux sont ouverts. Alors que Julien partait pour gérer la situation avec Sophie, je savais que le chaos ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, depuis des années, depuis la mort d'Henri, je ressentais quelque chose qui m'avait manqué. L'espoir. La semaine qui a suivi ma confrontation avec Julien et Sophie fut étrangement calme. Pas d'appel téléphonique rageur, pas de visite inattendue, juste le silence. J'essayais de me convaincre que c'était une bonne chose qu'ils prenaient peu. Être le temps de tout digérer, mais un nœud d'anxiété se resserrait dans mon estomac à chaque jour qui passait. Un jeudi après-midi, ma sonnette a retenti. En ouvrant, j'ai trouvé ma petite fille de 16 ans, Léa, debout sur le palier, son sac à dos sur l'épaule, les yeux rougis par les larmes. « Léa, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Elle est tombée dans mes bras, son corps mince secoué de sanglots. « Tout est horrible, mamie. » Papa et maman n'arrêtent pas de se disputer. Je l'ai fait entrer, je lui ai préparé une tasse de chocolat chaud, comme je le faisais quand elle était petite, et j'ai écouté tandis qu'elle me racontait le chaos de la semaine écoulée. Maman est furieuse tout le temps, a expliqué Léa, ses mains enroulées autour de la tasse. Elle n'arrête pas de dire que tu as monté papa contre elle, que tu essaies de briser notre famille. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux si semblables à ceux de Julien. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Non, mon cœur, ai-je dit doucement. Je ne pouvais simplement plus continuer à faire comme si tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Léa a hoché la tête pensive. Je me suis toujours demandé pourquoi tu avais arrêté de venir aussi souvent. Maman avait toujours une excuse, mais ça n'avait jamais vraiment de sens. Mon cœur s'est serré en pensant à tout ce que j'avais manqué, des spectacles de danse, des événements scolaires, des moments du quotidien qui auraient dû être partagés. Je voulais être là, ai-je dit à voix basse, plus que tout. Je sais, elle dit, me surprenant par sa perspicacité. Papa nous a tout raconté. Comment tu nous as aidés pendant toutes ces années et ce que maman a dit à ton anniversaire. Elle a baissé les yeux honteuse. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là. Je suis désolée. J'ai serré sa main. Tu as 16 ans, Léa. Ce n'était pas ta responsabilité. Maman dit des choses horribles sur toi à tout le monde. À tante Sarah, aux voisins, même aux parents de mes amis. La voix de Léa s'est durcie.
C'est pour ça que je suis venue ici. Je ne pouvais plus l'écouter. Elle ne sait même pas que je suis là. Mon téléphone a sonné. Julien. J'ai répondu entendant la panique dans sa voix. Maman, est-ce que Léa est avec toi? Elle n'est pas rentrée du lycée. Elle est ici, l'ai-je rassurée. Elle est en sécurité. Son soulagement était palpable. Dieu merci. Sophie demande le divorce. La nouvelle n'aurait pas dû me surprendre, mais ce fut le cas. Je suis désolée, Julien. Ne le sois pas, a-t-il dit, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. Ça couvait depuis longtemps. C'est juste que je ne pouvais pas le voir. Après avoir raccroché Léa, et moi avons passé la soirée à regarder de vieux albums photos. Je lui ai montré des photos de Julien enfant. Je lui ai raconté des histoires sur son grand-père, comblant les lacunes d'une histoire familiale que Sophie avait tenté d'effacer. Vers 20h, Julien est arrivé. Il avait l'air épuisé, mais en même temps plus léger, comme si un lourd fardeau lui avait été enlevé. Quand Léa est allée aux toilettes, il s'est tourné vers moi. « Sophie a menti à tout le monde. » A-t-il dit tranquillement. « Elle raconte que tu deviens sénile, que tu essayes de nous contrôler avec ton argent. » Il a passé une main dans ses cheveux. « Certaines personnes la croient. Et toi ?» ai-je demandé, craignant soudainement sa réponse. « Je vois tout clairement pour la première fois. Depuis des années. » a-t-il dit. Je l'ai laissé s'interposer entre nous. Je l'ai laissé t'isoler. Je suis tellement désolée, maman. Ces excuses étaient comme un baume sur des années de blessures, mais je savais que nous avions encore un long chemin à parcourir. 2 jours plus tard, mon petit-fils de 14 ans, Lucas, s'est présenté à ma porte après l'école. « Papa a dit que je pouvais venir. » a-t-il expliqué, traînant nerveusement les pieds. « Ça ne dérange pas. » Je l'ai accueilli à bras ouverts, folle de joie d'avoir une autre chance de reconstruire notre relation. Contrairement à Léa, Lucas était plus silencieux sur la situation à la maison, mais je pouvais voir le soulagement dans ses yeux d'être dans un environnement paisible. Les visites des enfants sont devenues régulières, un rayon de soleil dans la tempête qui se préparait. Car Sophie en effet préparait une tempête. Martine m'a appelé un soir, la voix tendue de colère. « Hélène, je ne sais pas comment te le dire, mais Sophie propage des rumeurs vicieuses. Elle raconte à tout le monde que tu leur as coupé les vivres pour manipuler Julien et le forcer à la quitter. » J'ai soupiré, pas surprise, mais toujours blessée. Combien de personnes la croient? Quelques-unes, a admis Martine, mais d'autres commencent à voir clair dans son jeu, surtout après ce qui s'est passé à la kermesse de l'école. Apparemment, Sophie avait fait une scène m'accusant publiquement d'essayer de lui voler ses enfants. Sa performance aurait pu être convaincante si Léa n'avait pas été là pour la contredire calmement, en racontant à qui voulait l'entendre exactement ce que sa mère avait dit lors de ma fête d'anniversaire. Julien a appelé cette nuit-là l'air épuisé. « Sophie réclame la maison dans le cadre du divorce, m'a-t-il dit. La maison que tu nous as aidé à acheter. Que vas-tu faire ?» ai-je demandé. « Me battre, a-t-il dit simplement. Pas seulement pour la maison, mais pour les enfants. Je l'ai laissé contrôler nos vies pendant bien trop longtemps. » Le lendemain, une alliée inattendue a émergé. La mère de Sophie, Éléonore, m'a appelé à l'improviste. Nous n'avions jamais été proches. Éléonore vivait en Arizona et venait rarement en France, mais son appel m'a stupéfiée. Hélène, a-t-elle dit sans préambule. Je vous dois des excuses. Je sais depuis des années que Wendy peut être difficile, mais je n'avais aucune idée à quel point elle vous traitait mal. Comment l'avez-vous découvert, ai-je demandé. Julien m'a appelé, a-t-elle expliqué. Il pensait que je devais entendre la vérité avant que la version de Sophie ne me parvienne. Sa voix s'est adoucie. Je ne l'ai pas élevée comme ça, Hélène. Je suis sincèrement désolée. À la fin du mois, les lignes de bataille étaient clairement tracées. De mon côté, il y avait Julien, Léa, Lucas, mes amis, et étonnamment Éléonore. Du côté de Sophie, il y avait ceux qui croyaient à ses mensonges ou qui la craignaient assez pour faire semblant. Alors que mai se transformait en juin, j'ai reçu une invitation qui m'a coupé le souffle. Le spectacle de danse de Léa. Le carton était écrit à la main par ma petite fille. « Je veux vraiment que tu sois là, mamie. Au premier rang, là où est ta place. » J'ai serré l'invitation contre mon cœur, les larmes brouillant ma vision. Quoi qu'il arrive, ensuite ce moment valait tout. Une année a passé marquée à la fois par des défis difficiles et des joies inattendues. Le divorce entre Julien et Sophie a été finalisé en novembre, plus rapidement que nous ne l'avions prévu.
Sophie, désireuse de se réinventer en victime lésée, a accepté un arrangement qui donnait à Julien la garde principale des enfants et la propriété de la maison, à condition qu'il rachète sa part. « Je ne sais pas comment je vais gérer les mensualités », m'a avoué Julien un soir, alors que nous étions assis sur mon petit balcon. L'air d'automne était vif, et nous étions emmitouflés dans des pulls regardant le coucher de soleil peindre le ciel de brillants oranges et roses. « Tu trouveras une solution, ai-je dit. Les enfants ont besoin de stabilité en ce moment. » Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà parlé à monsieur Bernard, mon conseiller financier. L'argent que j'avais économisé en ne soutenant plus le style de vie extravagant de Sophie s'était joliment accumulé au cours de l'année écoulée. Je pouvais aider Julien avec le rachat si nécessaire, mais cette fois sous la forme d'un prêt correctement documenté, avec des conditions claires. Fini les comptes secrets, fini le laxisme. Mais Julien m'a surprise. J'ai pris des projets supplémentaires, a-t-il dit. Et sans les dépenses de Sophie, je peux en fait faire fonctionner les chiffres. Il m'a regardé une confiance nouvelle dans les yeux. « Je veux faire ça par moi-même, maman. » J'ai ressenti une bouffée de fierté. Mon fils était en train de retrouver son indépendance, sa dignité. « Je sais que tu peux le faire, lui ai-je dit. Mais je suis là si tu as besoin de moi. » Léa et Lucas se sont épanouis une fois la tension à la maison dissipée. Léa s'est jetée dans la danse avec une passion renouvelée, tandis que Lucas s'est découvert un talent pour la photographie, prenant constamment des clichés de moments du quotidien que la plupart des gens négligent. Il me rendait visite régulièrement, sans plus avoir besoin de se faufiler ou de trouver des excuses. Wendy a déménagé à Chicago, affirmant de manière dramatique que la ville était devenue trop toxique, après ce que nous lui avions fait. Elle appelait les enfants sporadiquement, son intérêt diminuant encore plus, lorsqu'il refusait de prendre parti contre Julien ou moi. Au printemps, les appels s'étaient réduits à 1 fois par mois, puis encore moins fréquemment. « Tu es triste pour maman ?» m'a demandé Lucas un samedi alors que nous travaillions dans le petit jardin partagé que j'avais rejoint. Triste qu'elle soit partie. J'ai clarifié doucement en plantant un jeune plant de tomates dans la terre. Il a hoché la tête, son expression sérieuse, au-delà de ses 14 ans. « Je suis triste de ce qui aurait pu être », ai-je dit après avoir soigneusement réfléchi à ma réponse. J'aurais aimé que nous ayons une relation différente. Mais je ne suis pas triste d'avoir posé des limites. Lucas a semblé digérer cela, ses mains travaillant méthodiquement pour planter le semis suivant. Papa dit que tu lui as appris ce qu'est la vraie force. J'ai cligné des yeux pour retenir des larmes soudaines. Ton père m'apprend aussi quelques petites choses sur la force. Avec l'argent que j'économisais chaque mois, j'ai commencé à planifier le voyage au Grand Canyon, que j'avais mentionné lors de ma fatidique fête d'anniversaire. Julien a insisté pour m'aider avec les préparatifs. « Tu as soutenu tout le monde pendant des années, maman, » a-t-il dit. « Laisse-moi faire ça pour toi. » Le voyage était prévu pour fin septembre, lorsque les foules estivales se seraient dissipées, mais avant que le froid de l'hiver ne s'installe. À l'approche de la date, mon excitation grandissait. J'ai acheté un nouvel appareil photo, des chaussures de randonnée confortables et le chapeau parfait pour me protéger du soleil du désert. 1 semaine avant mon départ, la sonnette a retenti. En ouvrant, j'ai trouvé Léa et Lucas un sourire identique sur leur visage, tenant un grand paquet emballé. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé alors qu'ils entraient en trombe, contenant à peine leur excitation. « Un cadeau d'anniversaire en avance », a annoncé Léa, « puisque tu seras au Grand Canyon pour ton vrai anniversaire. » Mon prochain anniversaire, mon 61e, tombait en effet pendant mon voyage. J'ai soigneusement déballé le paquet pour trouver un magnifique carnet de voyage relié en cuir semblable à celui que Julien m'avait offert l'année précédente, mais avec une différence significative. Celui-ci était déjà partiellement rempli. « Ouvre-le », a insisté Lucas, sautillant presque d'impatience. À l'intérieur, j'ai trouvé page après page de notes manuscrites, de cartes de photographie et de souvenirs. Les enfants avaient recueilli des histoires et des photos auprès de mes amis sur les voyages qu'Henri et moi avions rêvé de faire, Paris, la côte du Maine, les champs de lavande de Provence. Ils avaient fait des recherches sur chaque destination, ajoutant des conseils pratiques et des citations significatives. « C'est une feuille de route », a expliqué Léa, ses yeux brillants, « pour tous les voyages que tu vas faire. On veut que tu écrives sur chaque aventure », a ajouté Lucas, « pour qu'on puisse les lire quand tu reviendras. » J'ai serré le carnet contre mon cœur, submergé par la délicatesse du cadeau et ce qu'il représentait. Pas seulement leur soutien à mes rêves, mais leur confiance,
que j'avais encore de nombreuses aventures devant moi. La veille de mon départ pour le Grand Canyon, Julien a organisé une petite réunion chez lui, maintenant vraiment sa maison, sans l'ombre de Sophie planant dans ses pièces. Martine, Françoise, Chantal et Monique étaient là, ainsi que quelques nouveaux amis que je m'étais fait grâce au jardin partagé. Je lève mon verre, a annoncé Julien levant son verre. À ma mère, Hélène Dubois, la femme la plus forte que je connaisse. À Hélène, a répété tout le monde en écho, les verres s'entrechoquant, alors que je regardais les visages de ceux qui tenaient vraiment à moi. Mon fils qui avait retrouvé son chemin, mes petits-enfants qui recherchaient maintenant ma compagnie au lieu d'en être éloignés, mes amies anciennes et nouvelles qui m'appréciaient pour qui j'étais. J'ai senti un sentiment de paix m'envahir. J'ai un toast à porter moi aussi, ai-je dit, levant mon verre à mon tour, aux secondes chances et au nouveau départ. Plus tard, alors que la soirée se terminait et que les invités commençaient à partir, je me suis retrouvée seule dans la cuisine avec Julien. Il faisait la vaisselle, refusant mon aide. « Tu sais, Athée, il dit pensivement, quand tu as gelé ce compte l'année dernière, j'étais choqué et confus. Mais c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver à tous. » Je me suis appuyée contre le comptoir, regardant mon fils, le voyant vraiment pour la première fois depuis des années. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent à la plus grande liberté. Il a hoché la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. J'aurais juste aimé voir la vérité plus tôt. On voit les choses quand on est prêt à les voir. Ai-je dit, pas un instant avant. Le lendemain matin, alors que je montais à bord de l'avion, qui m'emmènerait vers la première aventure de ma nouvelle vie, j'ai pensé à la séquence d'événements qui m'avait conduite ici. Un commentaire cruel lors d'une fête d'anniversaire, une action décisive, en réponse une série de conversations difficiles et de révélations douloureuses. Et maintenant la liberté. Pas la liberté solitaire et amère de quelqu'un qui a coupé les ponts par colère, mais la libération paisible d'une femme qui comprend enfin sa propre valeur. Alors que l'avion s'élevait dans les nuages, j'ai ouvert mon nouveau carnet de voyage à la première page blanche et j'ai commencé à écrire. Aujourd'hui, je suis exactement là où je suis censée être. Je n'étais plus le fardeau de personne. J'étais simplement Hélène, mère, grand-mère, amie, et enfin l'héroïne de ma propre histoire.